Amis cathésiens, bonjour et bienvenue dans cette édition en ce samedi 2 mars 2024. Les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui sont les suivants. Carnaval des écoles Curie et Matisse, exposition sur les géants du Nord au collège, dernière journée pour les écoliers de l'école Langevin à l'Adapte de Cambrai, repas organisé par le club de basket, conférence mensuelle à la médiathèque, assemblée générale de la société de pêche, et nous clôturerons ce journal avec nos archives. Le carnaval s'est invité dans les rues cathésiennes pour une après-midi haute en couleurs. En effet, les maternelles et primaires des écoles Curie et Matisse ont défilé dans les rues du quartier Curie. Et vous allez voir, licornes, princesses, pirates et autres lionceaux sont tous accros à la cheuche synchro. Alors on va passer en mode expert. Tous avec moi. Dans le virage, la
Des personnalités de taille se sont invitées au collège Jean Rostand juste avant les vacances. En effet, le CDI a ouvert ses portes aux géants des Hauts-de-France le temps d'une exposition. Les élèves ont pu travailler avec leur professeur de français, d'art plastique et la professeure documentaliste autour du folklore et du patrimoine nordiste en créant les géants de Rostand. Je vous laisse donc faire connaissance avec Rostand et Rostane. Bonjour, je suis Madame Saint-Maxent, la professeure documentaliste du collège Jean Rostand. Alors du coup aujourd'hui on recevait Monsieur Gustin parce que j'ai eu pour idée de faire un projet sur les géants du nord de la France. Et donc du coup j'ai travaillé avec la classe de 6e JLO. Auparavant j'ai créé une exposition afin qu'ils puissent forcément connaître parce que c'est pas des choses qu'ils connaissent forcément. Et j'ai travaillé avec la classe de 6e JLO, donc en partenariat avec la professeure de français, Madame Lefin, et la professeure d'art plastique, Madame Delaval. Donc en français, ils ont pu créer leur propre géant, donc ils ont créé Rostand et Rostane. Et ils ont fait leur description, ils leur ont créé une histoire, ils les ont dessinés. Et en art plastique, du coup, ils vont continuer à travailler sur ce projet. Et voilà, quoi, ça va être super, je pense. Bonjour, donc je suis donc Pascal Gustin, président de l'association L'Abeille à Ivry et président de la Fédération des géants des Hauts-de-France. Voilà, donc je suis donc passionné par le monde des géants et aujourd'hui je suis venu au collège présenter un petit peu notre patrimoine régional et notre savoir-faire. Et pourquoi est-ce si important pour vous d'être ici aujourd'hui ? Pour moi, c'est très important en fait parce que voilà, moi ce que je veux, c'est transmettre à cette jeune génération la passion que j'ai, parce que vous savez qu'on ne fait que passer et je voudrais qu'il y a de la relève derrière et j'espère aujourd'hui avoir suscité ces jeunes-là à pouvoir continuer cette action que je mène depuis plus de 40 ans. Et vous avez beaucoup de projets ici pour ce collège. On parle de créer un géant. Alors, comment est-ce que vous voyez ce projet ? Alors en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, donc il va y avoir 2 géants qui vont être créés, Rostane et Rostand en fait, au collège. Et je suis très très fier parce qu'en fait, je sais qu'il y a pas mal d'établissements scolaires qui créent leurs géants et donc je participe à leur action. Et je suis très fier aujourd'hui de venir ici participer et d'apporter un petit peu mes connaissances, mon savoir-faire. Et j'ai même proposé à ces jeunes de venir avec mes géants pour devenir parrain et marraine des futurs géants de ce collège. Bonjour, je m'appelle Fatima, j'ai 12 ans on travaille sur un projet sur les géants de Rostand. Et il y a un garçon et une fille. Le garçon s'appelle Rostand, la fille s'appelle Rostane. Et on a fabriqué un texte qui parle de Rostand et Rostane avec Madame Lefin. Et tous les élèves, du coup. Un documentaliste qui aussi fait partie de notre projet. Et donc, comment vous avez commencé ? C'était quoi votre idée première ? Déjà, c'était de... Madame Delaval. Et après, on a continué avec Madame Lefin. Et on a fini tout avec Madame Lefin pour arriver à faire le projet avec Monsieur Pascal. Qu'est-ce qui vous a plu aujourd'hui dans la parole de Monsieur Pascal ? Que parler des géants, de savoir comment on les fabrique, tout en fait. Voilà. Donc c'était très intéressant. Oui. Bonjour, je m'appelle Léana, j'ai 11 ans et on a été voir dans le hall du collège des expositions sur les géants. Et donc qu'est-ce que ça racontait ?
Comment créer les géants, lire les histoires. Et vous nous avez parlé d'un petit badge. Alors, Oui, moi je m'appelle Chloé, je suis dans la classe de 6e Gilo. Et les badges, c'est les 3e dans une petite classe qui font des petits badges. et donc ça représente quoi? Là c'est Rostan, donc la fille, et Rostan. Bonjour, donc je suis Madame Delavanne, donc professeure d'art plastique au collège Jean Rostand. Je fais partie du projet sur les géants. Alors c'est un projet qui me parle particulièrement parce qu'il y a quelques années j'ai conçu la tête d'un géant, donc Célestin, pour la commune de Paillencourt. Donc du coup ça me fait plaisir de travailler sur ce thème avec les élèves parce que ça fait partie de notre patrimoine et donc voilà. Donc avec les élèves, dans un premier temps on a fait un petit croquis. Donc l'idée c'était de réfléchir un peu à quoi allait ressembler notre Rostan et notre Rostan. Et puis l'idée après c'est d'en faire des petites maquettes donc en 3D qui sera réalisée avec un petit peu de tout dans l'avenir. Et en combien de temps vous pensez réaliser ça? On va se laisser le temps du prochain trimestre pour travailler ça en classe, vu qu'on ne se voit qu'1 heure par semaine. Mais Mais l'idée, effectivement, c'est de travailler un petit peu les arts plastiques à travers ce projet parce que je trouve que c'est intéressant et puis que ça a du sens. Et c'est bien quand ça a du sens, donc voilà. Et puis peut-être qu'on dérivera un peu notre projet sur une création d'une BD, on verra bien. Voilà. Les élèves de l'école Langevin se sont rendus dans les locaux de l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées de Cambrai. À cette occasion, les écoliers ont pu participer au projet Sédentarité, Santé, Inclusion pour une jeunesse active et solidaire en s'initiant au handisport grâce à des ateliers divers. Quoi de mieux que cette année olympique et paralympique pour faire découvrir le basket fauteuil, le tir et la boccia aux plus jeunes? Bonjour, donc top départ de notre 3e et dernière intervention pour notre projet Sédentarité, Santé, Inclusion, une jeunesse active et solidaire. Donc nous sommes réunis ici afin de proposer un temps d'échange aux élèves de l'école Langevin. En effet, en lien avec l'intervention numéro 1, nous avons monté un partenariat avec Monsieur Bronchard, professionnel au sein de la gendarmerie de Leucateau. Il s'agissait de traiter certaines problématiques rencontrées par l'équipe pédagogique de l'école Langevin. Donc il s'agissait des problématiques d'écran, d'addiction, de danger, des réseaux sociaux, ce qui entraîne chez les enfants une sédentarité. Pour pallier à cette problématique que rencontrent les élèves de CM1, CM2 en généralité, nous avons voulu leur proposer un temps d'échange au sein de l'ADAPT. Il s'agit ici de joindre le projet pédagogique de l'école qui est celui des Jeux Olympiques et de rallier ceci aux Jeux Paralympiques. Nous avons fait intervenir lors de la seconde intervention un athlète paralympique, Enzo, accompagné de son éducateur sportif, M. Crouzil. Il s'agissait dans ce temps d'échange d'aborder toute la notion de handicap dans le quotidien, puis également de définir plus précisément le sport paralympique et les jobs. Du coup, en tant que professionnel du travail social, une de nos principales missions, c'est de favoriser une société inclusive. Du coup, c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui à l'ADAPT. C'est pour faire un échange handisport avec les jeunes de l'école Langevin et les jeunes de l'ADAPT qui présentent un handicap. Donc ça se déroule sous la forme d'ateliers. Il y a 3 ateliers, donc de sports différents adaptés. Et en fait, le but, c'est de favoriser un échange avec les jeunes qui font participer aux ateliers, les élèves de l'école Langevin, et de faire travailler le vivre ensemble, main dans la main, et de favoriser du coup ce qui est pour nous important, une société inclusive. Voilà. Alors, suite à une sensibilisation qui avait été menée au sein de l'école par mon collègue Frédéric Crouzil, l'objectif c'était de faire venir les jeunes dans l'établissement pour faire découvrir des activités qui sont proposées dans le milieu du handisport. Donc on a mis en place de la boccia, du handi-basket et du tir sportif.
Donc voilà, vraiment pour leur faire découvrir et pratiquer aussi, se mettre un petit peu dans la peau de l'athlète et découvrir que voilà, comment on lance une balle en fonction de sa caractéristique, comment on manipule un fauteuil, lancer assis dans un fauteuil, tirer, enfin voilà. C'était vraiment pour essayer de leur faire découvrir un peu ce milieu du handisport. Moi, mon ressenti par rapport au déroulement, j'ai l'impression que les jeunes ont apprécié découvrir et se mettre aussi un peu dans la peau de l'athlète en handisport. C'est vrai que c'est pas forcément commun pour eux et ils avaient l'air assez enthousiastes. Ils avaient tous le sourire, donc voilà, j'espère que ça leur permettra à eux de discuter de ces sports-là avec d'autres personnes et peut-être que ça amènera en engouement pour les JOP qui se déroulent cet été. Donc voilà. Et donc vous aviez des jeunes avec vous ? Oui, alors il y a 3 jeunes en fait qui sont pris en charge au sein de l'IUM ici et qui m'ont accompagnée. Donc alors eux vraiment leur prise en charge, c'est on utilise l'activité physique pour leur rééducation et ils participent aussi, alors pour certains, à des activités handisport. Donc nous on a diverses activités, on a du handi-basket, on a de la boccia, voilà, c'est assez varié. Et ils participent à des championnats de France ou régionaux et on a de beaux athlètes au sein de l'établissement et au sein de l'association handisport l'Adapt de Cambrai. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce qu'est quoi la boccia ? Alors, la boccia, c'est un peu le même principe que la pétanque. Donc ça se joue en intérieur, c'est un terrain vraiment spécifique. Ça peut jouer en individuel, en 1 contre 1 ou en équipe. Donc le but, c'est donc il y a une équipe rouge, une équipe bleue et un jack. Donc le jack, c'est un peu comme le cochonnet à la pétanque. Et le but, c'est vraiment d'être le plus près possible du jack. Donc il y a des lanceurs à la main et il y a des lanceurs en rampe. Donc la rampe, c'est pour les athlètes qui n'ont pas de la mobilité au niveau de leurs membres supérieurs. Donc ils ont un assistant. Et donc eux, c'est tout le côté aussi stratégie où l'assistant va devoir bouger la rampe en fonction des indications de l'athlète pour pouvoir placer la balle comme il faut sur le terrain. Donc voilà, donc on a des athlètes aussi, voilà, en rampe qui font des championnats aussi. Voilà. Afin de mener ce projet, nous avons sollicité un travail en collaboration avec divers partenaires. Donc il s'agit pour nous de mettre en application une méthodologie de projet qui se réfère à des besoins repérés. Alors nous remercions dans un premier temps l'école, l'IRTS, donc l'Institut régional du travail social d'Anzin, ainsi que Robert plus particulièrement, voilà, Robert. Donc merci Robert. Puis nous avons également donc sollicité la ville de Leucateau qui nous accompagne pour ce projet. Nous remercions surtout et principalement les élèves de l'école Langevin et les élèves de l'ADAPT pour leur investissement et leur participation autour du projet. Ils se sont montrés très investis. On a constaté qu'en fait, il y avait de l'interaction aussi bien entre nous, des questionnements envers leurs institutrices et également des échanges entre les jeunes présents à l'ADAPT. Nous remercions également Monsieur Crouzy de nous avoir permis de définir plus particulièrement les jobs, qui sont des disciplines encore méconnues du public. Nous remercions beaucoup Enzo, qui s'est montré très bienveillant envers les enfants, de par la réponse des questions apportées, qui étaient quand même dans l'intimité du jeune. Nous remercions également les médias, pour leur participation et la valorisation de notre projet, donc l'équipe de Beffroi Vision, l'Observateur et la Voix du Nord. Nous remercions également Madame Dubois, inspectrice académique, qui nous a permis de pouvoir mener ce projet au sein de l'école Paul Langevin. Et je pense qu'il est aussi important de souligner le fait que ça a été un investissement personnel de longue durée. Amandine, qui était la coordinatrice du projet, a mené ça quand même d'une main de maître. On avait tous nos particularités, en fait. Ce qui était bien, c'est qu'on a un groupe de 4, mais on avait chacun
nos domaines de prédilection. Moi, c'est l'écrit. Amandine, c'est la communication avec l'école. On a Anthony qui est très fort tout ce qui est diaporama, etc. Donc tout ce qui est mise en page du projet. On a Sybille qui faisait le lien avec l'ADAPT. Et c'est vrai qu'on a été quand même une équipe complémentaire. Bon, parfois, ça a été compliqué. Ça a été, voilà, des fois, il y a eu des petits moments de doute où il a fallu réajuster notre pratique, etc. Mais je trouve que c'est quand même un beau projet. La finalité, elle est là. Et ça nous permet de devenir de futurs professionnels quand même avec de l'expérience. Je trouve que ça nous servira pour nos futures expériences. Voilà. Nous sommes la preuve en fait un peu que chaque discipline et un peu fibre sociale qu'on a en nous peut être mise à disposition d'un public et conjointement. C'est en travaillant ensemble qu'on fait changer les choses. Et nous, en tant que travailleurs sociaux, on ne demande pas à révolutionner le monde, mais on sème nos petites graines. Les basketteurs cathésiens ont pris un temps mort, le temps d'une soirée, pour se retrouver lors d'un repas convivial. Fini le terrain de basket, les ballons sont restés au vestiaire pour laisser place à une piste de danse où les Village People ont fait leur entrée. Je laisse tout de suite la parole au président de la CJBB, Monsieur Mathias Moreau. Donc aujourd'hui, le repas de la CJBB qui revient. Donc après les années Covid et tout ce qu'on a connu, donc c'est le retour d'un événement, on va dire classique au sein du club. Donc là on attend 160 personnes aujourd'hui. Donc voilà, pour une première pour moi en tout cas, on est satisfait du nombre de personnes qui a répondu présent. Alors au menu, donc c'est Patrick Fossé, donc traiteur du Cato qui nous fait le menu. Donc il y a 2 plats, couscous ou poulet tikka, avec ensuite fromage et puis dessert également. On a pas mal de gens du club, plus des parents et du coup des jeunes enfants. Et même en senior, on a quand même pas mal de monde. La proportion du club est intéressante. Franchement, je trouve que les gens du club ont répondu présent. Et c'est ce qui est bien. Je pense que ça montre qu'ils sont bien au sein du club et qu'ils aiment bien nos événements. Là, on va avoir une petite pause après le repas. Et on arrivera en fin de saison avec les différents tournois qu'on peut connaître. Donc au moment du mois de juin, donc on a 2 à 3 mois on va dire de pause où il y aura le championnat classique qui tournera, mais où il n'y aura pas d'événements ponctuels comme aujourd'hui par exemple. L'Amicaline aura lieu, donc la date reste à définir parce qu'en fait c'est un tournoi national, donc on ne décide pas forcément de la date. Donc on attend que justement le siège de l'Amicaline nous donne la date pour l'organisation du tournoi. Mais on dit de continuer surtout. Alors oui, à la CJBB parce que c'est notre club et que c'est bien d'être chez nous, mais surtout continuer de faire du sport, je pense que c'est important. Et de ne pas de rester chez soi, de rencontrer des amis au sein des clubs et de pratiquer une activité sportive, ça reste je pense le principal. Merci à tous d'être présents et en espérant qu'ils passent une bonne soirée et qu'ils aient envie de revenir si l'occasion se représente. L'historien local le plus célèbre de Beffroi Vision, je parle bien sûr de Pierre Desmarais, a tenu une conférence à la médiathèque autour de la célèbre chaussée Brunehaut. Suivez le guide et partez à la découverte des voies romaines et gauloises au temps de la reine Brunehaut. Eh bien, ce matin à la médiathèque, je vais faire marcher les gens et on va leur faire sur des grandes routes empierrées et on va leur faire découvrir les bornages, les anciennes bornes militaires. Il n'y en a plus beaucoup maintenant, et également les anciennes voies romaines, les chaussées romaines, vulgairement appelées chaussées Brunehaut. Donc j'expliquerai pourquoi les chaussées romaines, comment elles ont été faites, comment elles ont été bâties et pourquoi. Et également, je donnerai des explications sur la triste histoire de la reine Brunehaut avec ses légendes. Eh bien, cette brave dame était reine, elle s'est mariée et
Apparemment, elle aurait fait construire des chaussées, mais ça, c'est la légende qui dit ça. Et d'après ce qu'on peut savoir dans l'histoire ancienne, elle n'a jamais mis les pieds dans le Nord. Ici, dans les parages en bornage, disons que les bornes militaires romaines ont disparu. Il en reste peut-être une ou deux ou trois dans la région. Je ne saurais pas dire exactement où. Il y en a une qui se trouve, mais ce n'est pas une borne romaine, c'est une borne locale qui se trouve au Pomereuil, à la limite de Pomereuil et de Basuel. Et d'ailleurs, elle était en mauvais état, en mauvaise position, et monsieur le maire du Pomereuil l'a fait redresser et mise en sécurité à son emplacement. Des mystères, c'est difficile à expliquer parce qu'il y a différentes, différentes positions des historiens. Les uns contredisent les autres. C'est de l'histoire ancienne, il faut quand même admettre que ça date de... Les plus anciennes voies connues datent d'un siècle avant notre ère. Donc, et l'Empire romain a duré un certain temps, je veux dire comme dans le fût du canon. Et donc, la finalité, personne ne l'explique, quoi. Que ce soit pour la reine Brunehaut ou pour les chaussées. Bon, si, sur les chaussées, il y a quand même des explications, mais disons plus rationnelles et plus techniques. La société de pêche La Sirène a tenu son assemblée générale pour préparer la prochaine saison qui débutera le samedi 9 mars 2024. Au programme, appel à la mobilisation pour l'opération nettoyage de la rivière, action de protection de la truite fario et rempoissonnement. Je laisse tout de suite la parole à monsieur Michael Viard au micro d'André Biangou. Alors Michael, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette assemblée générale ? Alors une assemblée générale où aujourd'hui nous avons eu le plaisir d'avoir beaucoup de personnes présentes. Sûrement sur le fait qu'on n'avait pas partagé certaines dates comme les rempoissonnements. Donc ça fait venir du monde pour avoir l'information. Donc ils ont eu l'information que l'ouverture de la pêche à la truite sera le 9 mars jusqu'au 15 septembre. Et après, leur présence ont permis de donner les dates. Donc j'ai expliqué que les dates, on ne les avait pas données avant. C'est ma volonté de ne pas le faire. Ce qui permet aux gens de venir à l'Assemblée générale. Et puis qu'on arrête de partager des dates où nous avons après les braconniers qui viennent pour venir à la pêche sans carte de pêche et sans respecter la loi. Et donc ça a un impact sur le milieu aquatique dont, comme bon braconnier, il n'hésite pas aussi à prendre la truite fario qui est strictement interdit. Alors vous avez des dates de rempoissonnement, ça veut dire quoi ça ? Donc c'est des dates où une fois par mois, on vient remettre des truites arc-en-ciel qui sont la seule espèce où on a le droit de prélever 4 truites par jour de pêche par pêcheur. Donc ces dates, on les a données à l'Assemblée et puis on va en rester là pour éviter justement que les gens continuent à publier les dates mais sans être adhérents, quoi. Donc c'est quand même dommage, on a 277 adhérents en 2023 et on a seulement une trentaine de personnes présentes aujourd'hui, quoi. Bon, mais qu'est-ce qui surveille la prise des truites, le nombre ? Alors la réglementation, elle est surveillée donc, par 4 agents de surveillance de la Fédération de pêche du Nord et plus d'une cinquantaine de gardes de pêche bénévoles sur l'ensemble du département. Donc après, il peut y avoir aussi la gendarmerie, un agent de l'Office française de biodiversité. Mais le premier à faire respecter la réglementation, c'est déjà le pêcheur lui-même, quoi. Bon, j'ai entendu parler de Richemont tout au long de cette Assemblée générale. Quelle est la particularité de Richemont là ? Alors le Richemont, c'est un ruisseau affluent de la rivière Selle qui est sur notre partie où nous avons la pêche. C'est sur une partie de la commune de Pomereuil, de Forêt et de Monté. Il a la particularité d'être sauvage. Il a la particularité où c'est un des principaux affluents de la rivière Selle. Mais il a le petit souci où il a une importante pression de l'érosion des sols. Donc il y a beaucoup de terre qui arrive dans ce ruisseau.
En 2012, la fédération a fait un travail de protection du ruisseau en mettant plusieurs kilomètres de clôture pour empêcher le bétail justement de descendre dans le cours d'eau, puisqu'on retrouvait souvent des vaches en plein milieu du ruisseau, et qui en même temps propagent cette terre qui descend jusque dans la rivière Selle. Aujourd'hui, nous avons des pêcheurs qui se plaignent d'avoir la clôture, qui existait déjà il y a 40 ans, qui a été juste une remise en état il y a 20 ans, et ils se plaignent que la végétation l'a poussé, sauf qu'ils oublient que avant c'était des pâtures, il n'y avait pas un arbre, et puis que maintenant il y a une belle végétation qui en même temps fait profiter de l'ombre au ruisseau, et donc dans le contexte du réchauffement climatique se ressent très fortement sur les populations de truites fario. Mais malheureusement, ces mêmes pêcheurs qui se plaignent d'une végétation ne comprennent pas que ces arbres poussent sur une propriété privée. C'est au propriétaire d'engager l'entretien du ruisseau ou le déléguer à une personne. Donc ça peut être le syndicat de rivière ou l'association, mais nous, en tant qu'association, nous n'avons pas le droit d'aller couper des arbres chez quelqu'un, il faut bien être conscient. Et après, il faut comprendre aussi qu'il y a des personnes qui se plaignent d'un manque d'entretien, mais nous réalisons des actions d'entretien sur la rivière, et ces mêmes personnes ne viennent pas. Donc aujourd'hui, ils sont venus pour exprimer leur mécontentement, mais ils n'ont pas été déçus aussi de la réponse qu'ils ne sont pas présents sur les activités de l'association. Et sur le Richemont, il y a le même problème pour les rempoissonnements. Donc il faut comprendre qu'il y a des bénévoles qui sont retraités, qui sont présents, qui donnent de leur temps pour venir mettre les truites. Mais malheureusement, les pêcheurs sur le Richemont, il n'y en a seulement que 2 qui viennent, pour un ruisseau qui fait 5 km. Donc on peut comprendre que les personnes ne peuvent pas mettre des truites partout, descendre des bassines de truites remplies d'eau à travers les pâtures, pour que le lendemain, il y ait une trentaine, quarantaine de pêcheurs qui sont présents. Il faut que tout le monde s'investisse dans une association. On n'est pas simplement on n'achète pas simplement une carte de pêche et puis dire je viens pêcher et c'est de l'acquis. Ça, c'est ce qui se passe dans un plan d'eau. Quand vous allez dans une propriété privée, vous achetez un droit de pêche pour la journée, vous prenez vos poissons. Ici, vous êtes dans une association, et donc comme toute association, que ce soit de loisirs ou sportive, on se doit aussi de s'impliquer dans cette association. Et donc sur le Richemont, malheureusement, il n'y a que 2 personnes qui s'impliquent. Donc il est temps à eux de bien comprendre que pour avoir de l'entretien et du poisson, il faut faire la même chose que les pêcheurs du Cateau et de Montée, il faut s'investir. J'ai aussi entendu parler de la présence des ragondins dans la Selle. Quel est le danger pour le poisson ? Alors il n'y a aucun danger pour le poisson, c'est juste que le ragondin il est 4 à 6 fois plus gros qu'un rat musqué. Donc ça peut surprendre quand on arrive le long de la rue des Digues et tomber face à face avec la bête. Il a plus peur que nous, il va se sauver. C'est juste qu'il a un gros impact sur les berges. Il va créer de gros trous, de gros terriers sur les berges qui vont s'écrouler et qui peuvent être dangereux aussi pour les pêcheurs puisqu'on peut tomber dans le trou et se casser une jambe. D'accord. Ok. Bon, nous allons passer maintenant au vice-président de la fédération pour nous parler un tout petit. Comment vous avez trouvé l'Assemblée générale du Cateau ? Je l'ai trouvée très très constructive. En fait, elle aborde tout ce qu'on doit aborder une association de pêche agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, c'est-à-dire en fait toute la partie milieu aquatique, ça c'est très important, et puis toute la partie pêche le loisir. Alors milieu, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils sont pleinement conscients, l'association est pleinement consciente avec ses dirigeants, de la nécessité de favoriser la reproduction de la truite, et notamment par leurs actions de décolmatage, recharge granulométrique et autres. En fait, c'est des opérations à faire à certaines périodes de l'année, calendrier particulier, et donc là, sans problème, ils ont des bénévoles qui viennent même de loin. J'ai appris aujourd'hui que certains bénévoles venaient du Pas-de-Calais. Donc ça c'est superbe, et puis ça permet justement de préparer la nouvelle saison, la saison halieutique. Et puis après il y a toute la partie pêche de loisirs. Alors en fait la particularité de la Selle, c'est qu'en fait on a l'espèce sauvage, la truite fario, que l'on connaît, et je pense qu'elle n'est plus à présenter sur la rivière Selle. Mais si tous les pêcheurs prennent une truite par jour, vous imaginez, un pêcheur prélèverait
360 poissons. Bon, en réalité, c'est pas le cas parce qu'il y a une période d'ouverture du 9 mars au 15 septembre. Donc ça fait à peu près, on va dire 150 jours. Bon, bah, vous imaginez 150 poissons prélevés par pêcheur. Il y en a 277 dans l'association, donc ça ferait énormément de poissons prélevés. C'est pas le cas parce qu'en fait, les pêcheurs la plupart du temps remettent leurs poissons à l'eau. Et puis, pour compenser, pour ceux qui veulent conserver leurs truites, eh ben en fait, l'association refait ce qu'on appelle des alevinages, notamment en truites arc-en-ciel, qui elles sont issues de pisciculture et qui peuvent être sans problème pêchées et prélevées. Ou alors aussi, et ça c'est ce que je pense que l'association et tout le monde encourage, à les remettre également dans le milieu. On n'est pas obligé, lorsqu'on pêche un poisson, de le mettre à mort. On peut très bien aussi le remettre dans les meilleures conditions en prenant toutes les précautions d'usage pour le remettre vivant à l'eau. Voilà. Alors, quel message de l'association du Cateau que vous ramenez au département ? Ah bah alors en fait, c'est un exemple. Il faut savoir qu'en fait, on cite souvent quelques associations, notamment le Cateau, pour ses actions en faveur du développement de la reproduction de la truite fario, puisqu'en fait, j'ai eu l'occasion déjà d'assister depuis quelques années à des démonstrations et des animations réalisées de concert avec la fédération et surtout à l'initiative également de la PPMA, qui en fait a pour but de montrer ce qu'ils savent faire et leur savoir-faire. Parce qu'en fait, décolmater, ça ne s'improvise pas. Apprendre à gérer un milieu, notamment une reproduction, une première catégorie, ça demande aussi beaucoup de savoir-faire. Et l'avantage que l'on a avec l'association, c'est qu'ils ont tout ça. Ils savent décolmater, ils savent repérer les nids de ponte, ils savent évaluer le potentiel de l'association. Et puis, ils sont également très vigilants par rapport aux effets extérieurs, notamment la pollution. Tout à l'heure, on a parlé du richement, donc notamment l'érosion des sols et autres. Donc en fait, c'est tout un ensemble. Ce n'est pas une association agréée, ce n'est pas uniquement que de la pêche de loisirs, c'est aussi une connaissance et une protection et aussi une formation et une information de l'ensemble des pêcheurs et aussi des habitants de la commune. Alors notre France est remplie d'abréviations. Bon là, vous parlez de PPMA, c'est quoi ? Alors une AAPPMA, c'est une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'en fait, c'est une association au départ, loi 1901, qui a en fait mis en place des statuts. Sauf que les statuts que la PPMA, que l'association possède, ce sont tous les mêmes dans les 3000 associations de France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait une assemblée générale extraordinaire où il y a eu des modifications de statuts. Et bien en fait, ces modifications de statuts vont être réalisées dans l'ensemble de toutes ces associations agréées au sein de la France. Et puis la dernière chose aussi à signaler, c'est en fait, elles sont validées par le préfet. C'est-à-dire qu'en fait, le président, et ça c'est la particularité de notre réseau, le président et son trésorier il y a un agrément préfectoral donc, pour pouvoir exercer ces missions. Tout simplement parce qu'on récupère de l'argent public et cet argent qui sera reversé, de l'argent des pêcheurs qui sera reversé à l'État, notamment aux agences de l'eau et autres. Donc c'est pour ça qu'il y a un suivi très important de ces associations. Bon, nous avons à peu près combien d'associations et de pêcheurs dans le département ? Alors dans le département, on est à 28 800 pêcheurs. C'est réparti dans 84 associations. Alors c'est le département du Nord, hein, donc le département du Nord, ça va de Dunkerque à Hanovre. Et donc on a des associations donc de première catégorie, hein, comme ici le Cateau, ou alors des associations de deuxième catégorie qui sont en fait du domaine particulier, donc en fait des rivières comme l'Helpe majeure, l'Helpe mineure, si je cite là où il y en a le plus. Et puis après tout ce qui est des associations du domaine public, donc en fait Canal, la Sambre par exemple, il y a pas mal d'associations dessus. Ça représente au niveau national, alors cette fois-ci, 3500 associations au niveau national, ce qui représente environ 1 500 000 pêcheurs. On est la deuxième fédération en termes d'adhérents après le football.
Donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment très populaire. La pêche, c'est un loisir qui est populaire et qui existe déjà depuis de nombreuses années, et donc qui est actuellement intéressant, puisque les chiffres montrent qu'en fait on a une recrudescence, notamment des jeunes. On a observé au niveau national plus 15% de jeunes entre 12 et 18 ans qui en fait, après la sortie du Covid, ont repris goût aux loisirs de plein air, et ça c'est plutôt positif et c'est plutôt encourageant, notamment pour toutes ces associations qui en fait œuvrent pour la pêche en France. Merci à vous. Bon, Michael, on va passer à la conclusion. La conclusion, elle a été très positive. Donc, on a des adhérents, on réalise des actions. Le milieu, comme partout, il a des perturbations, mais on arrive à travailler avec. Et donc, on arrive à avoir une belle population de truites fario. On en parlait en réunion. Que ce soit des pêcheurs comme des habitants de Le Cateau, ils ne se rendent pas compte de la qualité de la rivière. Ils ne se rendent pas compte que c'est le cours d'eau qui a la plus grande densité de truites fario sauvages du département du Nord. Sur la commune, on tourne entre 14 et 17 truites fario sur 100 mètres carrés de cours d'eau, mais nous avons eu le record de 44. Donc on voit bien qu'en mettant de l'investissement des pêcheurs dans le cours d'eau pour l'entretenir, pour enlever tous les déchets, les enlever sur les berges avant qu'ils tombent dans le cours d'eau, expliquer aux gens qu'il ne faut pas jeter les déchets, tout ce travail contre la lutte contre la pollution, le travail conjoint qu'on peut avoir parfois avec Noréade sur des dysfonctionnements d'assainissement, puisque c'est un gros problème sur Le Cateau, il y a beaucoup de personnes qui jettent leurs déchets dans les WC. Donc le plus gros problème, c'est la lingette, qui pose problème dans toute la France, mais ça bouche les canalisations, et quand les canalisations sont bouchées, le système il est fait pour que le trop-plein de tout à l'égout se dirige vers les cours d'eau. Donc on se retrouve directement connecter l'assainissement au cours d'eau. Donc il y a des systèmes de surveillance qui sont mis en place progressivement par Noréade, mais comme on l'expliquait tout à l'heure aux pêcheurs, comme monsieur le maire l'a rappelé, nous avons eu la chance d'avoir une nouvelle station d'épuration. Donc ce qui est dans les tuyaux, au moins arrive à la station et rend une qualité d'eau qui est meilleure que par rapport à l'ancienne station. Et puis il y a des travaux qui sont mis en œuvre, mais ça prendra du temps. Mais le premier geste, c'est arrêter de jeter tout et n'importe quoi dans les tuyaux d'assainissement. Donc ça nous aiderait énormément. On aurait une plus belle population encore piscicole, puisque les égouts, quand ils débordent, tuent les œufs. Actuellement, les œufs des truites sont dans le gravier, mais ça crée des champignons, ça tue les œufs. Les alevins, c'est pareil. Après, ils meurent asphyxiés par les égouts. Et puis après, les truites, c'est la même chose. Ils peuvent être malades. Comme nous, si on est dans un environnement pollué, on tombe malade. Donc c'est la même chose pour les truites. Il y a moins de nourriture. On peut bien comprendre, c'est le même problème qu'avec tous les produits qui ont été mis depuis plusieurs décennies. Actuellement, on voit plus beaucoup de papillons, on voit plus beaucoup d'insectes. Même le moustique qui nous dérangeait à l'été, il y a des périodes où on commence à même plus le voir, quoi. Donc tout ça, c'est un impact. Et donc l'assainissement, c'est un des points qui devient prioritaire. Le premier, c'était les barrages. Les barrages, ils ont été aménagés par le syndicat de la Selle. Maintenant, l'assainissement devient le plus gros des problèmes. Et puis après, c'est le respect des pêcheurs sur la réglementation. Elle n'est pas là pour embêter. Elle est juste là pour préserver le milieu, pour que demain, il y ait toujours du poisson. Il ne faut pas oublier que aujourd'hui, nous avons du poisson parce que nos prédécesseurs ont fait un travail en amont. Et nous, aujourd'hui, on doit faire le travail pour que nos enfants, demain, ils aient toujours du poisson dans les cours d'eau. Et donc ça, c'est un très gros challenge parce que il y a des fois où on se sent un peu seul. Il faut être clair. Je vais prendre l'exemple du nettoyage. On invite tout le monde, mais malheureusement, on n'y voit que des pêcheurs. C'est très rare d'avoir un habitant de la commune qui vient nous donner un coup de main. C'est assez rare. Et puis après, en début d'année, on a fait une animation sur l'explication de la production de la truite fario. Et malheureusement, même en mettant dans les réseaux sociaux, on a plus de personnes extérieures au département qui sont venues que d'habitants du Cateau ou de pêcheurs.
Donc c'est dommage parce que c'est des animations qui expliquent l'intégralité de la problématique de la population piscicole au niveau du département. Puis après on fait un zoom sur la Selle, on fait un zoom sur le Cateau. On parle des bons gestes à faire. Et c'est dommage, peu de personnes s'y intéressent. Donc c'est dommage, mais voilà, faut composer comme ça. C'est la société qui actuellement est comme ça. Mais faut être positif. On a une belle association quand même, 277 pêcheurs sur la Selle, c'est le plus grand nombre d'adhérents. Et puis après, en termes d'information, Frédéric, le vice-président, nous a ramené le guide qui est publié tous les ans par la Fédération de pêche du Nord, où les pêcheurs peuvent retrouver toutes les informations, donc où aller pêcher, la réglementation, les tarifs, les bons gestes, donc aussi bien ne pas jeter de déchets, mais aussi comment remettre un poisson à l'eau, parce que c'est récent en fait. Dans la pêche, avant on pêchait pour prélever, et il faut expliquer aux gens comment remettre un poisson dans la rivière. C'est pas un geste anodin. Le fait de toucher un poisson, c'est pas anodin. Voilà. Alors nous vous souhaitons une très bonne année de pêche. Merci, merci André, merci à Beffroi Vision d'être venu faire ce beau reportage. Merci. Les archives de Beffroi Vision vous replongent lors du repas spectacle organisé par le Comité des œuvres sociales à l'occasion de la Saint-Valentin, le 14 février 2004. Place à la séquence nostalgie. Repas spectacle organisé par le COS. Une soirée spéciale Saint-Valentin réussie. J'appellerai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, 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 ce serait le bonheur. Attention à vous. Oh, 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 encore une fois. Ce soir, c'est le repas spectacle organisé par le comité des œuvres sociales de la ville du Cateau-Cambrésis. Actuellement, Happy Joe est en train de nous faire un show. Ensuite, il y aura évidemment le sosie de C. Jérôme qui, lui, je pense, va nous mettre un peu le feu ce soir. Au niveau des repas, nous avons à peu près une centaine de personnes. Bon, il faut savoir aussi qu'au Cateau, aujourd'hui, il y a pas mal de manifestations. Si je peux me permettre, je voudrais quand même dire un petit mot envers mon équipe. Enfin, quand je dis mon équipe, c'est le bureau du comité en fait. Bon, j'ai ici un des piliers, il y a aussi Dominique qui est présent, il y a aussi Odile, il y a Sonia, il y a Maria, il y a Frédéric, il y a Colette. Il y a Alain et puis j'en passe et d'autres, mais bon, c'est une équipe vraiment formidable. Moi, ça fait déjà 24 ans aussi que je suis au COS, donc j'en ai vu des vertes et des pas mûres de ce côté-là, quoi. Il n'y a pas de problème. J'en ai fait des shows, comme on peut dire, quoi. J'en ai préparé des tables, enfin tout ce qui peut arriver maintenant, quoi. En fait, c'est quoi le menu de ce soir? Non, c'est une paella. Et maintenant, place aux brèves. Salon du bien-être, le samedi 9 et le dimanche 10 mars, de 10h à 19h, au théâtre municipal René-le-Dieu. L'entrée est gratuite. Cet événement est organisé par l'association de Vous à Nous. Il y aura de nombreuses animations et des conférences gratuites les après-midi. Quant à moi, j'étais ravie de vous retrouver pour cette édition. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook, notre site officiel et notre compte Instagram Beffroi Vision. N'hésitez pas également à retrouver cette édition sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!